Le tournant décisif de l'Amérique. En réalité, il n'y a plus de retour en arrière. Nous avons traversé la crise et nous n'en sommes pas morts. Eh bien, merci pour cela d'ailleurs. Et maintenant commence une longue, difficile et douloureuse, mais tout de même déjà une guérison. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un ministre de l'Intérieur ou n'importe quel autre ministre n'aurait parlé d'un gouverneur d'un des États directement lors d'une réunion du Conseil des ministres. Je ne sais pas, ce gouverneur cinglé, est-ce qu'il est complètement idiot ou bien il faisait tout cela exprès ? Et le président, il aurait répondu qu'il est à la fois un incapable et un voleur. C'est dommage, l'État est merveilleux et c'est dommage pour les gens. Et tout cela ne se passe pas dans le calme des bureaux, derrière des portes closes là-bas. On comprend bien qu'ils disent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ? Mais lors d'une séance publique, une discussion avec des journalistes qui ont rempli la salle, ils ne parlaient pas simplement d'un administrateur quelconque, d'un État quelconque, mais d'une personne que. L'un des deux principaux partis de notre pays, les États-Unis, venait tout juste de présenter cette personne comme candidat à la vice-présidence des États-Unis. Et le vice-président des États-Unis, c'est comme on dit, à un souffle. Et il est devenu président, donc pour que ce soit clair, nous parlons du gouverneur du Minnesota, Tim Walz-Walsh. Probablement oui, il vaut mieux le prononcer ainsi. Qui n'a pas remarqué que 8 milliards ont été volés du budget de l'État d'ailleurs, ou peut-être même plus, et que sur les 150 nouveaux immigrants arrivés de Somalie, 90% d'entre eux se bénéficient immédiatement des allocations de l'État. Voilà. Et en plus, il s'avère maintenant, après vérification, que plus de la moitié de ces 150 000 personnes ont obtenu leur statut avec de faux documents. La première vérification a prouvé que l'État n'a rien vérifié. Qui est-il ce ? Qui es-tu ? Mais comment a-t-on pu d'ailleurs le faire passer gouverneur ? Eh bien, il est tellement mignon, un peu idiot, un mignon idiot, peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Oui, voilà, ce n'est pas très clair, s'il est idiot, voleur ou ennemi. C'est normal quand le chef d'État peut être soit un fou. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas tout à fait sain d'esprit, pour être honnête, oui, soit idiot, voleur ou ennemi. Oui, d'ailleurs, il semble donc qu'il soit un idiot fou, un voleur et un ennemi. Eh bien, d'ailleurs, ce serait étrange, si je puis dire, excusez-moi bien sûr, oui, chère élite, mais ce serait étrange si les membres du Congrès, les sénateurs et les gouverneurs ne les aimantent pas. Robbie, je pense qu'il faut avoir un code moral très sérieux. C'est là, oui, personne ne surveille, et d'un simple coup de stylo, bon, d'accord. Donc Tim Walsh est en fait un président de paille, tellement typique que ça en devient presque dérangeant. Donc, l'Associated Press rapporte que le raid vise des clandestins somaliens. Donc, après la suppression du statut de protection temporaire pour les citoyens de plusieurs pays, le président Trump semble prendre de nouvelles mesures pour durcir les lois sur l'immigration qui, selon certains, étaient violées depuis des décennies dans le Minnesota. Là-bas, les villes sanctuaires continuent d'encourager ceux qui n'ont pas d'autorisation légale à résider indéfiniment en Amérique. Le président a tenu des propos sévères envers la communauté somalienne du Minnesota qui affirme ne pas reculer. Les législateurs locaux disent qu'ils ont déjà entendu parler de plusieurs arrestations au cours des derniers jours au Minnesota. Vous avez un gouverneur incompétent, vous avez un gouverneur corrompu, il est incompétent, il devrait avoir honte. C'est une terre magnifique, c'est un État magnifique. En ce moment, c'est tout simplement l'enfer. Nous n'abandonnerons pas, nous n'avons pas peur. Ici, c'est notre maison et notre pays. Vous m'avez dit d'étudier le Minnesota. D'étudier le Minnesota et leur fraude aux visas et leurs programmes. 50% d'entre eux sont frauduleux, ce qui signifie que ce gouverneur cinglé, Walz, est soit un idiot, soit il l'a fait intentionnellement. Les gars demandent un passeport pour obtenir une carte verte. Pourquoi suis-je ici depuis 1994 ? Je n'avais que 3 ans quand je suis arrivé, c'est chez moi, et ça doit cesser. Nous devons reconstruire le pays, vous savez. Le pays est au bord du gouffre.
ça peut mal tourner, nous sommes au bord du gouffre. L'État du Minnesota a déclaré que je n'avais enfreint aucune loi, ni moi, ni les nouveaux arrivants. Ils nous ont dit que 95% des Somaliens sont citoyens américains et qu'ils ont donc obtenu leur statut légalement, sans enfreindre aucune règle. Là-bas, même sans évoquer les lois, le vol, que faire ? Ce sont des individus malhonnêtes qu'on peut trouver en nombre égal dans n'importe quel groupe de population. N'est-ce pas vrai ? La seule chose, c'est que là-bas, 80% de ces personnes vivent de l'aide sociale, alors qu'elles sont venues ici en signant qu'elles ne demanderaient même pas d'aide à l'État. Eh bien, si c'est le cas, pourquoi sont-ils si nerveux, si tout va bien, que tout est en ordre et que tout était légal ? Eh bien, alors, ils vont vérifier, tout le monde va se calmer, et ils vont les laisser rentrer chez eux. Pour l'instant, tant que les démocrates ne sont pas au pouvoir, aucun citoyen américain n'a été envoyé nulle part sans procès ni enquête, ni privé de son statut sous prétexte d'état d'urgence. Immigration and Customs Enforcement procède à des arrestations dans le Minnesota depuis plusieurs semaines déjà, expulsant des fugitifs fédéraux du monde entier ayant des liens criminels et mafieux des rues de cet État. Pendant ce temps, ils sont poursuivis par les mêmes foules venant des villes sanctuaires, qui les suivent à travers tout le pays, comme dans un refuge typique. Les dirigeants de cet endroit mentent déjà et ils mentent à leurs citoyens pour les exciter et les pousser à s'en prendre aux agents fédéraux lors des arrestations dès qu'ils les voient. Je veux clarifier pour la communauté. Si vous voyez quelque chose comme ça et que vous ne savez pas s'il s'agit des forces de l'ordre, appelez le 911 et vous devez fournir autant d'informations que possible. Il ne faut pas oublier qu'il y a peu, une tragédie a eu lieu dans notre État, causée par quelqu'un se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre. Donc, s'il vous plaît, clarifions cela. Chacun doit le signaler et nous rappelons à nos officiers leur devoir d'intervenir. C'est ce que dit le chef de la police nommé par le maire de Minneapolis. C'est votre devoir d'intervenir, un devoir permanent, même si vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle un agent du gouvernement fédéral américain en uniforme arrête quelqu'un. Si vous pensez qu'il y a eu quelque chose d'illégal, vous êtes obligé d'intervenir, c'est votre devoir. C'est votre devoir civique de continuer et c'est le devoir civique d'un agent, si on l'empêche de vous tirer dessus, de continuer. Et puis le chef dit que nous, la police, allons nous battre contre les fédéraux. Nous, la police, allons nous battre. Si cela se produit, et nous parlerons du premier cas dans l'histoire de l'Amérique, où la police a tenté par la force d'arrêter le gouvernement fédéral, ce qui pourrait être le début d'une guerre civile aux États-Unis. Et tout cela pour protéger des fugitifs et des criminels qui, selon les dires de ce même chef, pourraient être impliqués dans d'autres crimes contre de véritables habitants du Minnesota. Mais cela devient encore pire. Moi, honnêtement, je ne pense pas avoir jamais vécu dans un grand nombre de pays au cours de ma vie. J'ai entendu dire que les autorités locales donnaient en mon ordre à leurs subordonnés armés de résister aux actions d'une agence fédérale de sécurité, elle aussi armée et accomplissant ses devoirs, qui déciderait qu'on essaie de les empêcher d'accomplir leurs tâches par la force des armes. Mais, mesdames et messieurs, nous pensions que c'était le fond, et quand nous étions sûrs que tout allait fonctionner, qu'il n'y avait plus où descendre, quelqu'un a frappé d'en bas. Voilà. C'est parce qu'il n'aime pas les voleurs, les escrocs et ceux qui enfreignent nos lois, et il veut, c'est terrible, il veut expulser ces salauds de notre pays. Mais alors, honnêtement, il s'avère que je suis raciste. Beaucoup de mes amis, de mes proches, de mes auditeurs, et je suis même sûr que parmi ceux qui me regardent en ce moment, il y a aussi quelques autres racistes qui veulent la même chose, des xénophobes, que c'est un comportement xénophobe. Et nous, oh mon Dieu, nous allons lutter contre cela
L'Amérique a une riche histoire de lutte et de répression contre de telles personnes qui continuent de diviser les gens. Tout le monde sait que le président est raciste. Quelle déclaration absurde! C'est une affirmation tellement biaisée et c'est une calomnie répugnante qui, comme nous le savons tous, est fausse. Et ça ne marchera pas parce que la législation sur l'immigration prime sur tout ce que cette personne vient de mentionner. La loi ne tient pas compte de l'origine d'une personne si elle est légalement dans le pays. Si c'est le cas, l'Immigration and Customs Enforcement ne peut rien faire. Ce qui, selon les opposants à cette opération, signifie que 95% des personnes vivant ici n'ont absolument aucune raison de s'inquiéter, car elles sont déjà citoyennes américaines. Apparemment, cela ne concerne personne. Alors pourquoi les gens sont-ils si indignés? Pourquoi faut-il agiter les masses et leur dire qu'un malheur s'abat sur leur quartier? En réalité, si cette terrible opération est imminente et tout le monde en danger, ce que vous allez voir maintenant n'aurait jamais dû arriver. De quoi s'agissait-il? Je ne sais pas. Ces types m'emmènent comme ça. Je suis citoyenne de ce pays. Ils me retiennent, me gardent ici. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont dit qu'ils faisaient une interview, mais j'ignore pourquoi je suis là. Alors, ces types auraient rencontré les agents de l'immigration, ils ont vérifié leur carte d'identité et sont partis. Puisqu'ils sont citoyens, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Je comprends que peut-être certains peuvent être un peu inquiets s'ils sont arrêtés et doivent s'identifier, mais écoutez, si vous n'êtes pas un criminel, où est le problème? Vous savez, il m'est arrivé d'avoir des contacts avec la police où ils m'ont demandé de m'identifier, je n'ai commis aucun crime, il n'y a pas de problème, je m'identifie. Et ici, ça devrait être pareil. Mais posons une autre question. À qui la faute si ces messieurs, citoyens des États-Unis, ont été arrêtés dans les rues de leur propre ville? Est-ce la faute des forces de l'ordre, qui essaient d'assurer la sécurité des gens? Ou est-ce la faute de leurs dirigeants? Des refuges qui ont dit aux criminels: c'est un endroit idéal pour vivre, un endroit idéal pour venir et se cacher du gouvernement fédéral? À qui la faute et dans quelle mesure ce chiffre de 95% de citoyenneté est-il exact? Une descente spectaculaire d'Immigration and Customs Enforcement à Minneapolis-St. Paul a révélé que la moitié des immigrés avaient commis une fraude à l'immigration. Comme nous l'avons déjà dit, 50% des Somaliens dans l'État du Minnesota sont entrés illégalement aux États-Unis et 89% de tous les immigrés somaliens sont immédiatement devenus à notre charge. Pendant ce temps, de nombreux Somaliens ont organisé la plus grande fraude financière contre les agences sociales de l'histoire des États-Unis. Société aux États-Unis. Eh bien, les agents fédéraux n'ont absolument rien à faire dans le Minnesota, n'est-ce pas? Non, absolument rien à faire. C'est une pure perte de temps. 50% des immigrés ont commis une fraude à l'immigration à Minneapolis. Je veux que vous preniez conscience de ce chiffre, que cette prise de conscience entre dans votre esprit. Désolé, je parle très mal russe. Tu sais, tu m'as demandé de m'occuper du cas du Minnesota, de leur fraude de visa et de leur programme. 50% d'entre eux sont frauduleux. Et ça veut dire que ce gouverneur cinglé, Tim Walz, est soit un idiot, soit il l'a fait exprès, et je pense qu'il est les deux à la fois, monsieur. Voici Christina Valls qui estime que le gouverneur Tim Walz, une ancienne candidate. Je l'ai déjà dit, le vice-président démocrate des États-Unis est à la fois idiot et voleur. Il a illégalement amené des personnes qui n'auraient pas dû être là. Il disait qu'ils n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. Disait qu'ils étaient mariés à leur frère ou à quelqu'un d'autre. Des demandes de visa frauduleuses étaient enregistrées dans des programmes gouvernementaux. Ils ont pris des centaines de milliards aux contribuables. Nous allons les éliminer et récupérer notre argent. Et l'année prochaine, nous veillerons à ce que seuls ceux qui aiment ce pays soient placés à des postes de direction dans ce pays. Et je pense que Tim Huberem aime ce pays. Ou ailleurs pourrait-il aussi facilement voler autant? Ailleurs, c'est plus difficile et les montants seront bien moindres. Je pense que bien sûr Tim Walsh aime, voire adore l'Amérique. Eh bien, au moins pour cela.
La position de défendre ceux qui se trouvent illégalement dans le pays est justifiée, car les avantages qu'ils reçoivent du gouvernement local sont limités. L'argent ne pousse pas sur les arbres, donc il y a moins de ressources pour les non-criminels. Mais en plus de cela, la fraude dans le Minnesota, apparemment, s'aggrave considérablement parce qu'elle est sous la supervision du gouverneur. Un système à 1 milliard de dollars a permis à des fonds destinés aux enfants dans le besoin, aux personnes affamées et à d'autres programmes d'aide d'être détournés vers des groupes qui les ont ensuite transférés à l'étranger sans apporter aucun bénéfice. Pouf, l'argent a disparu et il s'agit d'1 milliard de dollars. Au total, on a déjà découvert beaucoup plus de fraude et de vols, soit environ 8 milliards. Comme je l'ai dit, c'est intéressant de savoir si Tim aimera son pays en prison ou s'il aimera moins son pays quand il sera en prison. Il s'est passé quelque chose d'absolument colossal dans la politique du Minnesota et cela va bientôt secouer tout le pays. Leur gouverneur actuel, qui brigue un 3e mandat, s'est retrouvé au centre d'un scandale de fraude si choquant que les procureurs fédéraux l'appellent la plus grande escroquerie pandémique de l'histoire de l'Amérique. Voici Tim Walsh Arlequino, qui on ne sait comment s'est retrouvé en politique. Tim Walsh mène la bataille principale de sa carrière politique. Un scandale au cœur de Minneapolis a bouleversé la politique du Minnesota avec l'excentrique Walsh au centre de l'affaire. Les procureurs fédéraux ont accusé 7 ou 8 personnes de ce qu'ils appellent la plus grande escroquerie pandémique de l'histoire de l'Amérique. Au cœur de ce système se trouve une organisation à but non lucratif appelée Nourrir notre avenir, qui a faussement affirmé avoir fourni 91 millions de repas à des enfants dans le besoin et a reçu plus de 250 millions de dollars de fonds fédéraux. La chef Amy Beau a été condamnée en mars avec son complice Salim Saïd, qui dirigeait le restaurant Safari et s'est approprié plus de 16 millions de dollars. Le restaurant Safari est associé à Ilhan Omar, si vous l'ignorez. Elle a non seulement tourné une vidéo pour le restaurant, mais y a aussi organisé sa fête de victoire après son élection au Congrès en 2018, mais ce n'est que le début. Un programme de traitement de l'autisme a été créé pour 14 millions de dollars grâce à de fausses factures et des systèmes de pots de vin visant la communauté somalienne de Minneapolis. Le programme de stabilisation du logement du Minnesota aide les personnes âgées et handicapées à trouver un logement. Lors de son lancement en 2020, les responsables pensaient qu'elle coûterait environ 2 millions de dollars par an, mais l'année dernière, son coût a grimpé à la somme stupéfiante de 104 millions de dollars. Les agents fédéraux ont inculpé 8 personnes en septembre pour avoir soumis de fausses factures gonflées tout en fournissant pratiquement aucun service. Le président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Homer, vient d'ouvrir une enquête sur les actions de Walz liées à la crise. Les républicains disent que des milliards ont disparu, mais le gouverneur n'a presque rien fait. Et il dansait comme ça sur la vidéo, sautait, riait, agitait les bras, faisait des bulles et, apparemment, recevait des potes de vin. Ou peut-être qu'en fait, il le faisait non pour l'argent, mais pour la gloire, la reconnaissance et les applaudissements. C'est un tel idiot qu'il n'a même pas besoin d'être payé. Tim répète, je ne savais rien. 400 fois, ses employés se sont adressés à lui avec des plaintes de vol et des documents sur la corruption. Et Tim alors ? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, il a peut-être oublié cela, il est tellement idiot, n'est-ce pas ? Mais voilà, Tim, en fait, il semble vraiment qu'il couvrait les bandits. Il travaillait comme protecteur. Et bien sûr, il ne savait rien du tout. Tim Walz est entièrement responsable de cette fraude massive. Dans le Minnesota, on l'a prévenu à l'avance en espérant une coopération et la prévention de cela. Au lieu de cela, nous avons eu la réponse inverse. Tim Walz s'est systématiquement vengé des lanceurs d'alerte par la surveillance, les menaces et la répression. Et dans le message, on décrivait ensuite un système corrompu où les responsables nommés par Tim Walz ignoraient délibérément les lois et les règles afin de dissimuler les signalements de fraude, allant même jusqu'à menacer les familles de ces lanceurs d'alerte qui avaient osé parler, pas seulement. Il étouffait l'affaire. Il poursuivait ceux qui tentèrent d'arrêter les voleurs.
À tel point que Tima, sans craindre de poursuites judiciaires, est mentionné à la télévision et dans les podcasts. Voilà comment... Ce crétin incompétent et corrompu du manoir du gouverneur du Minnesota. Cet imbécile incompétent du Minnesota. Et personne ne pensera à tenir le commentateur pour responsable. Essaie de contester ou essaie de le prouver devant un tribunal. Il est un dirigeant compétent et raisonnable. Nous apprécions cela, je dois le dire. Cependant, cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'espionnage. Des gens qui passent le contrôle de sécurité et montent dans des avions avec des valises remplies de millions de dollars en liquide. Racontez-nous ce que vous avez réellement vu en tant qu'agente de la Transportation Security Administration pendant votre travail là-bas. J'ai vraiment vu beaucoup de choses, mais la chose la plus choquante, c'est justement ça. J'ai vu des valises remplies de millions de dollars en liquide. Et les courriers étaient toujours des personnes anonymes, voyageant en couple, et ils passaient par le poste de contrôle. Et ça m'a tout simplement bouleversée. La première fois que tu ouvres une valise et que tu vois des millions de dollars en liquide. D'habitude, ça se passait comme ça. Un employé du service de sécurité arrivait, vérifiait les forces de l'ordre, contrôlait leurs papiers. Je ne sais pas quelles questions on leur posait, mais leurs pièces d'identité étaient toujours enregistrées et probablement aussi leurs billets d'avion. Donc, il doit bien rester une trace quelque part. Et je suppose qu'avec toutes les caméras à l'aéroport, non? S'ils avaient commencé là-bas, ils auraient probablement pu retrouver chaque personne qui a fait passer de l'argent par le poste de contrôle. Évidemment, c'est suspect, voire inquiétant, étant donné qu'il y a ici une certaine régularité, c'est-à-dire qu'on parle de millions de dollars qui quittent Minneapolis. Vous pensez que cela arrivait presque chaque semaine, c'est bien ça? De sorte qu'il semblait que cela arrivait chaque semaine. Les valises d'arrivée, toujours avec la même écriture, toujours. 2 Somaliens voyageant en couple. Parfois, ils avaient tous les deux des valises avec eux. Donc, notre procédure, en tant qu'agent de la Transportation Security Administration, était la suivante. Nous confisquions ce sac, puis nous les emmenions dans une salle spéciale pour l'inspection. Et là, nous ouvrions la valise et nous nous assurions qu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur que d'énormes liasses de billets en espèces. Et un agent des forces de l'ordre serait venu, il les aurait peut-être interrogés et aurait sûrement pris en photo leurs pièces d'identité. Et je suppose aussi leurs billets d'avion, je n'en suis pas sûre. Donc il reste une trace, mais d'ailleurs, tout cela doit être documenté quelque part et il y a toutes les caméras dans l'aéroport. Je pense que s'ils veulent retrouver tout cet argent, ils devraient commencer par l'aéroport. Une fois par semaine ou plus souvent, ils passent par le contrôle à l'aéroport. La frontière, là-bas, comment ça s'appelle, 2 Somaliens faisaient passer d'habitude avec parfois 2 valises de liquide. Une valise de la taille qu'on nous a montrée, remplie de billets de 100 $, pouvait contenir fin de ces millions de dollars. Une seule ne suffisait pas, alors les Somaliens transportaient 2 valises, comme ça. On ne sait pas si elles étaient complètement pleines ou pas, mais une seule ne suffisait pas. Les Somaliens avaient tous les documents et certificats nécessaires pour exporter ces sommes. Vous imaginez quel certificat et de qui il faut obtenir pour sortir 1 million, un demi-million, 22 millions? C'est de la folie, tout simplement. Oui. Personne, à part les plus hauts échelons du gouvernement, soit fédéral, soit de l'État. L'État, c'est un pays à part, oui. Ne pouvait donner l'autorisation qui fonctionnait à chaque fois qu'il faisait passer cet argent liquide à travers la frontière. À l'époque où Liz Jackson travaillait à l'aéroport de Minneapolis, elle y a travaillé, comme elle le dit, pendant 4 ans. Eh bien là-bas, 4 ans, cela fait 232 semaines. Disons 21 millions par semaine, cela fait 4 milliards, cela fait 4 milliards. Peut-être ont-ils laissé passer une semaine ici ou là. On nous dit que 8 milliards ont été volés. Au total, la moitié était restée au pays, pour s'acheter des maisons, des voitures et d'autres petits cadeaux, et l'autre moitié a été envoyée chez eux, en Somalie. À qui en Somalie, me demanderez-vous? Il semble que ce soit la branche somalienne d'Al-Qaïda appelée Al-Shabaab
qui est officiellement reconnue aux États-Unis comme une organisation terroriste spécialisée dans l'assassinat de citoyens américains. C'est confirmé. C'est une sorte de joli circuit d'argent. Enfin, on ne peut pas vraiment dire dans la nature, mais sur la planète, ce sont les contribuables américains qui paient en. Merci, voici Volchou et Ilhan Omar. Leur propre, donc, tentative d'attentat contre eux-mêmes, le meurtre d'eux-mêmes. Obama-Biden a organisé un système remarquable et donc Tim Walsh y a un peu participé. Il y a de nombreuses preuves qu'Ilhan Omar et Tim Walsh étaient impliqués dans cette affaire. Et le procureur général, l'homme responsable de la loi dans le Minnesota, Keith Ellison, mais passons à certaines informations et à certaines méthodes qu'ils utilisaient pour blanchir cet argent puis le renvoyer en Somalie. Selon le New York Post, Ilhan Omar organisait des fêtes dans un des restaurants impliqués dans l'escroquerie. Elle connaissait un propriétaire et un de ses collaborateurs, tous deux condamnés pour vol de millions. Ils ont déjà été jugés. Omar a présenté un projet de loi qui a conduit à une fraude de 250 millions, mais elle affirme qu'elle n'était au courant de rien. Ilhan Omar a déclaré une fortune de 65 000 $ avant d'entrer au Congrès. Permettez-moi de clarifier. À son arrivée au Congrès, sa fortune était de 65 000 $ selon ses propres déclarations. Et maintenant, écoutez ceci du New York Post. La représentante Ilhan Omar a déclaré une fortune nette allant jusqu'à 30 millions de dollars dans sa dernière déclaration financière, un document déposé seulement quelques mois après que le Congrès. La femme a qualifié d'absurde et fausse l'affirmation qu'elle serait millionnaire. Évidemment, Ilhan Omar a inventé toute une histoire sur la façon dont ils ont gagné 30 millions de dollars en 5 ans. D'ailleurs, 30 millions de dollars en 5 ans, ce n'est pas rien non plus. Ça fait 6 millions par an. Quelqu'un ment, elle, sur ces 5 ans, mais peu importe. Quelqu'un a investi de l'argent dans 2 entreprises de son mari, puis a oublié cet argent. Apparemment, il a tout simplement oublié qu'il avait investi une telle broutille. Il a disparu, il n'a même pas laissé de numéro de téléphone, rien pour le contacter, donc l'argent est resté là. Bien sûr, je plaisante, mais la véritable histoire est en fait tout aussi fantastique, mais un peu plus compliquée. Donc, quelqu'un est venu et a investi dans la société d'investissement de son mari, qui ne s'est jamais occupé d'investissement, jamais. Donc, si c'est le revenu de l'entreprise, voilà 30 millions, eh bien 30 millions de revenus, ça veut dire qu'ils les ont gagnés, n'est-ce pas? Je m'excuse de me répéter, mais vous verrez où je veux en venir. Donc, ils ont gagné cet argent. Ce n'est pas qu'on leur a donné 30 millions, ils ont gagné 30 millions. Disons le courtier, l'investisseur reçoit là-bas, eh bien, de 2 à 20%, oui. C'est un chiffre fou, disons-le ainsi. Il reçoit 20% du bénéfice. Alors, que représente 30 millions? Si cela correspond à 20%, cela signifie que le bénéfice total est de 150 millions. Bon, c'est clair, 20% font 30 millions, donc 100% équivalent à 150 millions. Mais pour obtenir ces 150 millions, il s'agit du bénéfice total pour l'investisseur et le courtier, pas du chiffre d'affaires. Donc, les hedge funds font généralement entre 6 et 10% un bon hedge fund par an. Et disons, les époux Omar ont eu beaucoup de chance, ils ont été heureux et ont fait 10%, donc 150 millions, c'est 10% d'1,5 milliard. C'est-à-dire, l'histoire qu'on essaye de nous raconter, c'est que quelqu'un est venu à apporter 1,5 milliard à des gens ou à une personne qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais rien fait de semblable dans sa vie. On lui a donné 1,5 milliard et on lui a dit, eh bien tout simplement, comme Hunter Biden, c'est exactement la même histoire et aussi à mon avis la même chose, aussi 1,5 milliard des Chinois, oui, donc 1,5 milliard à investir. Il a investi, il a gagné 10% de cela, donc il a pris sa commission de courtier. Donc voilà les pourcentages, et il a reçu 30 millions de dollars. En combien de temps? Vous allez demander, voyons cela pour que ce soit clair. Donc ils lui ont donné 1,5 milliard de dollars, et pour eux-mêmes, pour leur service, ils ont gardé 20 millions,
C'est formidable pour des gens qui n'avaient jamais fait ça auparavant, et quand on leur a apporté 1,5 milliard, ils n'avaient en tas que 42 $ sur leur compte en banque. Vous n'avez pas mal entendu, pas 42 millions pas, 42 000 pas, 420 000, mais 42 $. La société s'appelle Roseley Capital, et au 1er janvier 2025, elle avait 42 $ et 44 cents sur son compte. Le mari, qui s'appelle Tim, possède encore 2 autres sociétés. Mais peut-être que l'argent était là-bas, peut-être qu'ils l'ont transféré d'une manière ou d'une autre, d'un endroit à l'autre. Oui, donc il y avait 10 $ sur un compte, et en plus il avait aussi une société qui s'appelait Compagnie Vinicole, et là-bas il y avait quelque chose comme Eastcree. Oui, Eastcree. 650 $, je ne garantis pas exactement, peut-être avec des centimes. Donc personne dans la famille, ni de son côté ni du sien, ne s'occupait de la viticulture. Et cette société ainsi que Tim font d'ailleurs l'objet d'une plainte pour fraude de la part de personnes à qui ils avaient proposé d'investir dans cette société. Peut-être qu'ils ont investi quelque chose et qu'ils les ont immédiatement trompés là-bas, comme il se doit. Dans ce pays, nous avons précisément besoin du moratoire dont parlait le président Trump sur l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Jusqu'à ce que nous soyons guéris en tant que nation. Résolvez les problèmes d'éducation, de santé, de sécurité publique, d'assimilation, de culture. Ce qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est qu'entre 1920 et 1970, il y a eu une migration négative. Pendant un demi-siècle, il y a eu une migration négative. La population étrangère a diminué de 40% en un demi-siècle. Pendant la même période, Will, la population des États-Unis a doublé naturellement. C'était un creuset où s'est forgée une identité nationale unique. Ils ont traversé la dépression, vécu les guerres mondiales et atterri sur la Lune ensemble. Cette grande période de l'histoire de l'Amérique a coïncidé avec une migration négative. C'est très intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une migration négative à cette époque. Mais même si on met cela de côté un instant, tout ce à quoi il fait référence, tous ces événements que nous avons accomplis ensemble en tant que pays, personne ne s'en souciait à l'époque. Le garde de la National Aeronautics and Space Administration était-il noir, asiatique, juif, chrétien, athée ou autre? Tant qu'il nous emmenait sur la Lune, je me fiche complètement que mes chaussures soient faites par un Italien à la voix de baryton incroyable ou par un Philippin unijambiste. Je m'en fiche. Mon facteur, qu'il soit un juif des montagnes ou un homosexuel et à l'école, ça m'est complètement égal que mes petits-enfants soient enseignés par une vieille japonaise ou un noir de 2 mètres. Je veux de la qualité, du confort et, si possible, eh bien, à un prix relativement abordable, peut-être que certains préfèrent au contraire que ce soit cher, chacun a ses préférences, mais moi je veux simplement que nous ne nous détestions pas les uns les autres. Réjouissons-nous de la victoire de l'équipe nationale des États-Unis, pas de celle de la Somalie ou de l'Ukraine. Oui, nous serions tristes quand un hélicoptère avec nos gars s'écrase, et nous nous appellerions simplement Américains, pas des Américains somaliens, pas noirs, français, biélorusses ou libanais américains. Et oui, je comprends que parmi nous, il y aura forcément des gens mauvais et bons, des gentils et des méchants. Mais la toute première chose qui nous unit, c'est un espace commun. C'est pourquoi nous avons des préoccupations communes, des malheurs communs, des problèmes communs. Et il semble bien que lorsque des millions de personnes viennent, disons, de nos voisins, nous n'avons presque rien en commun avec eux. Ils ont leur propre monde intérieur qu'ils ont apporté avec eux depuis leur pays d'origine, le pays d'où ils viennent. Moi aussi j'ai le mien, mais il est déjà depuis longtemps à moitié américain, au minimum, voire aux 3/4 américain, et pour mes enfants et petits-enfants, il est tout simplement américain. C'est juste que nous sommes simplement. Et qui d'autre alors? Qui d'autre, bien sûr, les Américains? Ou pour ainsi dire, il y a un grand nombre de Somaliens, de Russes, d'Ukrainiens, de Latinos. D'ailleurs, là-bas, les Mexicains sont à part, d'autres sont à part, oui, ils ont ça. Et qui d'autres n'ont pas ça? Parce qu'on leur dit même de venir à la manifestation avec nos drapeaux, mais ils viennent avec les drapeaux du Mexique à cette manifestation,
Ils parlent espagnol, ou haïtien, ou somalien, et certains parlent arménien. D'ailleurs, et après des années de patience, après des années d'accumulation d'irritation, la population des États-Unis, plus de 300 millions de personnes, est arrivée à la limite. Un tournant décisif est arrivé. Nous ne voulons pas d'eux ici. S'ils ne veulent pas vivre dans notre pays selon nos lois, avec notre morale, à notre manière. Ils sont venus chez nous. Certains ont demandé, d'autres ont trompé, et maintenant ils nous détestent. Ils sont jaloux, je comprends, mais qu'ils nous détestent depuis l'étranger. Cet endroit se trouve au-delà de l'océan, au-delà de la mer, là-bas, derrière cette montagne. Qu'ils partent vivre dans la culture qu'ils aiment, celle qu'ils essaient de nous imposer ici pour remplacer la nôtre par la leur. D'ailleurs, cela concerne aussi mes voisins russophones, ukrainophones et arménophones. Si vous comptez nous exploiter, nous voler, nous escroquer, tromper les assurances pour qu'à cause de vous, elles augmentent et que nous payions plus cher. Si vous comptez vivre selon les lois d'un monde qui s'est effondré chez vous à cause de ce genre de comportement, alors prenez vos habitudes, que ce soit dans une valise, un baluchon ou même dans votre poche. Partez d'ici, fichez le camp, parce que les menteurs et les salauds qui sont venus ici, nous ne voulons pas qu'ils nous montent sur le dos. Vous nous avez salis tout ce temps, pendant des années. Et maintenant, messieurs, recevez une convocation au tribunal et un papier. Dans la semaine, veuillez quitter le pays que vous avez décidé d'exploiter. En russe, en ukrainien, en moldave comme on dit. Bon vent.